Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. On nous avait promis voitures volantes, robots personnels et tourisme spatial. Une vision du futur que l'on sait dater, ou du moins repousser au calendre grec. Les préoccupations et les aspirations ne sont plus les mêmes en 2022. Enjeux alimentaires avec une agriculture à repenser, médecine personnalisée ou encore fonctionnement à venir de la recherche, en 2030, 2040 et plus, que nous réserve le futur? Aujourd'hui, mercredi 5 octobre 2022 au Labo des Savoirs, nous avons décidé d'imaginer nos sociétés à venir avec la science d'aujourd'hui. Bienvenue au Labo des Savoirs, mais le labo du Turfu. Installez-vous pour cette première émission de la saison 2022-2023 au Labo des Savoirs et nous avions fini la saison précédente en jetant un œil au passé et à comment on imaginait la science des années 2000 et plus. Il est désormais temps de regarder vers le futur. Et le futur au Labo des Savoirs, ce sont nos chroniqueurs et nos chroniqueuses qui le portent le mieux. Vous aurez ainsi le plaisir ce soir au cours de cette émission vers le Turfu d'écouter, pour commencer, Sophie, bonjour à toi. Salut Nounia. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'informatique et de médecine. Très bien. Eh bien, pour suivre, nous aurons Mélissa. Bonjour Donia. Bonsoir. Et toi, de quoi tu vas nous parler? Alors moi, je vais vous parler d'un domaine de robotique précis, la robotique en essaim. À suivre, nous aurons Marie. Bonsoir. Bonsoir Donia. Quel sera ton sujet? Eh bien, on parlera d'agriculture du futur. Et nous allons continuer sur une très bonne lancée avec Julie. Bonsoir Donia. Bonsoir à toi. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Eh bien moi ce soir je vais vous parler du fonctionnement de la recherche. Oh, intriguant. Et Anthony, pour suivre, bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? De quoi tu vas nous causer? Moi je vais parler de la relation romantique qu'il y a entre la communauté scientifique et la société. Ouh, Ouh. ça promet. Quelle belle émission, je ne sais pas qui l'a préparée. Et pour terminer en douceur, Jérémy, bonsoir à toi. Bonsoir Donia. Qu'est-ce qu'il y a de beau au menu? Nous on parlera d'un radeau étonnant et d'histoire d'isolement à travers l'Atlantique. Réjouissant tout ça, mais en fait, on va pas un petit peu trop vite en besogne, là, tous ensemble, ce soir? Sommes-nous au moins sûrs que le futur existe, que cette notion ait un sens? Nous n'allons certainement pas partir sur une discussion hautement philosophique et risquer le clash entre déterminisme et libre arbitre. Il est bien trop tôt dans la saison pour cela. Mais laissez-moi vous introduire un petit peu de chaos dans votre train-train quotidien. Une des clés de fonctionnement de nos sociétés en 2022 est la prévision. Prévoir le temps qu'il fera demain pour nous habiller en conséquence. Prévoir les inondations et les catastrophes naturelles pour protéger nos cultures et nos populations. Prévoir les élections à coup de sondage ou prévoir le cours de la bourse pour que les riches continuent à être riches. Nous passons notre temps à vouloir connaître le futur. Pourtant, d'un point de vue physique, le temps n'existe pas. Il n'existe pas d'horloge cosmique au tic-tac universel. Le temps n'a de sens qu'à notre échelle macroscopique et locale. Nous avons défini la seconde avec une constante, celle des oscillations de l'élément césium. Et nous avons ainsi formalisé notre monde en lui laissant une petite liberté, celle de la variable temporelle t, que l'on retrouve dans nombre d'équations. Le temps n'est donc pas une rivière paisible s'écoulant inlassablement, tandis que nous nous laissons porter inéluctablement vers le futur, sans pouvoir nous retourner. Notre monde n'évolue pas tout seul dans le temps, mais il évolue en fonction des relations entre les objets que nous observons. Je vous dirais donc que le futur n'existe pas, mais qu'il existe peut-être des futurs. Des futurs possibles, existant au gré des fluctuations quantiques, au gré du hasard
et au gré des décisions politiques. Des futurs possibles qui nous attendent, reste maintenant à savoir dans lequel nous vivrons, et de savoir quels seront les moyens que nous devons nous donner maintenant pour qu'ils soient le meilleur ou le moins pire possible. Mais pour l'heure, il est temps d'aller de l'avant. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Et quand on commence à parler du futur, on invoque souvent George Orwell, son roman dystopique 1984 et le fameux Big Brother is watching you. S'ensuit une allusion plus ou moins réussie sur les smartphones, les réseaux sociaux ou Internet. Et si l'ouvrage a aujourd'hui plus de 70 ans, à quoi pourrait-on s'attendre dans les prochaines décennies, Sophie ? Eh bien, aujourd'hui, Dounia, dans nos poches ou sur notre bureau, nous sommes entourés d'algorithmes qui nous conseillent pour créer une expérience numérique personnalisée au maximum. Le tout grâce à la récupération constante et organisée de nos données personnelles, en échange de l'utilisation gratuite du service numérique en question. Alors, ces informations sont récoltées par des data brokers, des sociétés qui collectent, analysent, partagent et vendent des données d'utilisateurs à des entreprises pour établir des profils de consommateurs ou vendre des produits. Ces entreprises se sont aussi fait un nom en politique, comme Cambridge Analytica, vous avez dû en entendre parler, à qui l'on doit le succès de la campagne pro-Brexit et la victoire de Donald Trump. Mais elle pourrait aller beaucoup plus loin. Prenons un exemple concret de l'actualité récente. La révocation aux États-Unis de l'arrêt protégeant le droit à l'avortement en juin 2022. Aujourd'hui, la moitié des États américains sont prêts à interdire l'avortement à nouveau. Demain, imaginons que ces sociétés de data brokers décident qu'il est plus rentable de traquer les femmes souhaitant avorter et de vendre les données qui les incriminent aux autorités. Une recherche Google avec le mot-clé « avortement » pourrait figurer dans les dossiers d'enquête. La géolocalisation du portable signalerait un voyage dans un état pro-avortement et les applications de suivi de grossesse trahiraient leurs utilisatrices sur la gestion d'une potentielle grossesse avortée. Avec cette idée de surveillance numérique qui est possible dans chacune de nos actions, les scénarios dystopiques se créent d'eux-mêmes. Si les régimes fascistes du siècle dernier avaient eu la technologie de surveillance des individus d'aujourd'hui, l'histoire aurait peut-être été encore plus sombre. Ok, Sophie, mais tu n'aurais pas une vision un petit peu plus optimiste de l'utilisation de nos données ? Ouais, tu as raison, Dounia. Là, on part un peu loin. Les datas, c'est avant tout des outils et ils peuvent être utilisés à bon escient. La médecine, par exemple. À la fin de la dernière saison du Labo des Savoirs, j'ai fait une émission sur les données de santé que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast. C'est l'épisode du 22 juin 2022, je dis ça en passant, voilà. Nous avions reçu pour cette émission Hugo Boisaubert, qui est bioinformaticien et doctorant à Nantes Université. Il travaille sur les données anonymisées des patients pour développer des modèles de scénarios d'opérations chirurgicales plus réalistes pour que les anesthésistes s'entraînent mieux. À cette occasion, il nous a parlé de jumeaux numériques. Alors, les jumeaux numériques, ce sont des simulations numériques d'un élément réel qui peuvent être celles dans le cadre de la médecine, d'un organe, d'une zone entière du corps ou carrément de nous-mêmes. Pour que ce jumeau soit utile, il faut les données de santé qui soient fiables. Il nous permettrait alors de prévoir le comportement de notre corps en cas de maladie ou d'opération et d'adapter et de personnaliser même la médecine à chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, les programmes de jumeaux numériques qui se développent se concentrent pour l'instant sur des organes. Autant commencer par le plus impressionnant, le jumeau numérique du cerveau. Certains patients épileptiques, par exemple, résistent aux traitements médicamenteux et doivent alors être opérés. Pour aider la chirurgie à être plus efficace, parce que pour l'instant elle ne fonctionne qu'à 50%, le projet Epinov, qui implique 11 centres d'épilepsie en France, développe depuis 20 ans un système de cerveau virtuel pour prédire les conséquences de la chirurgie chez le patient. Mais il y a aussi, par exemple, le programme SimCardiotest, financé par l'Union européenne, pour un jumeau de cœur, Optimize, jumeau numérique de la cornée de l'œil, pour simuler une intervention de la cataracte et réduire les risques opératoires, etc. Mais il n'y a pas que les jumeaux numériques pour imaginer l'avenir de la médecine, non. Gérard Berry, informaticien français, médaillé d'or du CNRS en 2014, a donné un cours au Collège de France en 2019 sur l'application des divers aspects de l'informatique en médecine,
Ce qui va nous permettre de voir un peu plus large, de dézoomer. Donc, en médecine, l'informatique, on a donc des données dans l'imagerie médicale, les scanners, l'IRM, l'échographie, dans la chirurgie, avec les robots ou la réalité virtuelle, ou, par exemple, dans l'appareillage des patients. Dans son cours, Gérard Berry mentionne aussi les failles informatiques de ces systèmes, qui parfois peuvent être très mal protégés. Il évoque, par exemple, des attaques informatiques de pacemakers ou de pompes à insuline. Car oui, les piratages des appareils médicaux sont déjà possibles. En 2012, un informaticien a piraté un pacemaker avec un ordinateur portable lors d'un congrès sur la sécurité informatique. Il a alors envoyé plusieurs décharges de 830 volts sur l'appareil, qui heureusement n'était porté par aucun être humain parce que sinon, c'était la crise cardiaque assurée. Alors, en 2030, on sera peut-être obligé d'installer des antivirus sur nos pompes à insuline ou sur nos appareils auditifs. Sans parler de l'actualité des hôpitaux, qui n'est pas très rassurante. Exemple avec Corbeil-Essonnes, qui a subi une cyberattaque le 20 août 2022 par un groupe russophone. En septembre de cette année, les comptes rendus de coloscopie ou d'accouchement ont été diffusés sur le Darknet avec l'identité précise des patients qui restaient affichés. Alors là, l'imagination, elle peut partir très loin. Imaginons 2030, vous apprenez que vous avez un cancer. Quelques jours plus tard, le coût de votre assurance santé et de votre emprunt à la banque double. Les serveurs de l'hôpital n'étaient pas suffisamment sécurisés et il y a eu une fuite de données. 2045, votre accouchement prédictif s'est bien passé, donc vous décidez pour le jour J d'accoucher à domicile. Mais une complication rare se présente au dernier moment, qui n'était annoncée pas du tout par l'algorithme de simulation. 2062, vous êtes en vacances. Soudain, l'activité saut en parachute et équitation vous est refusée. Bah oui, le passeport santé numérique que vous avez présenté au moniteur montre des faiblesses cardiaques et des fragilités articulaires. L'établissement ne veut pas prendre de risques. Vous allez passer le reste de la semaine à faire du pédalo. Pour conclure, qu'importe le futur numérique qui se prépare, il sera de plus en plus intrusif dans notre vie d'individu. Pour mieux faire correspondre le monde à nos besoins ou pour mieux nous soigner en s'adaptant précisément à nous, mais aussi, peut-être, pour mieux nous garder à l'œil. Merci Sophie. Alors je ne sais pas si c'est réjouissant ou inquiétant. Il y a un petit peu des deux. Savoir qu'on sera peut-être mieux soigné est une bonne chose, mais au prix de quelle liberté numérique ? C'est la grande question, le grand débat, et ça fait peur à beaucoup de gens. Vaste débat. Dans le type science-fiction aussi, numérique, technologie, etc., souvent on voit des robots. Des robots qui, dans un futur relativement proche, ça dépend des films et des séries, se battent entre eux et ça a l'air assez violent. Et voilà, moi, c'est plutôt ce que j'ai en tête. Des combats de robots à coups de massue, de lance-flammes, un futur post-apocalyptique où il y a quasiment plus d'humains. Et ouais, c'est joli pour le cinéma, tout ça, Mélissa, mais tu vas nous parler d'un autre genre de robot, là. Oui, en effet, je voudrais vous parler ici d'un tournoi de robots beaucoup plus mignon. Le tournoi qu'a organisé l'année dernière Mehdi Moussaïd dans le Robotarium. Mehdi Moussaïd est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck à Berlin, mais aussi vulgarisateur sur sa chaîne YouTube Fulloscopy. Et le Robotarium, c'est une plateforme de robotique située à Atlanta, aux États-Unis, dédiée à un domaine de la robotique, les robots en essaim. Imaginez une arène pouvant accueillir une centaine de petits robots d'une dizaine de centimètres, tous identiques et ayant tous les mêmes capacités rudimentaires. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on vous partagera une vidéo. Ce robotarium est donc accessible à distance par tout chercheur, chercheuse ou étudiante du monde entier qui veut tester ses algorithmes de recherche ou organiser des tournois de robots. Pour cela, tous les participants avaient les mêmes conditions de départ. Une équipe de 12 petits robots tout mignons situés au milieu de l'arène. Leur objectif ? Détecter de manière autonome une cible au sol en lui roulant dessus et la détruire le plus rapidement possible. Plus il y a de robots autour de la cible, plus vite elle est détruite. Leur arme de combat ? Le programme qu'ils et elles ont codé pour animer leur petite armée. Chaque match se déroulait en dimanche. Seule l'efficacité de leur code comptait. Programme contre programme, on a pu observer des matchs épiques avec différentes techniques utilisées, comme celle des fourmis, qu'on appelle aussi la stratégie exploration-recrutement. Les robots partent tous en exploration dans des directions différentes et quand l'un d'eux a trouvé la cible, il part prévenir les autres pour tous se retrouver au même endroit. Il y a également la technique des bancs de poissons. On reste tous groupés, super alerte au moindre mouvement de ses voisins, comme ça on arrive tous au même endroit très rapidement.
Et ce n'est pas étonnant de retrouver des stratégies inspirées des populations auto-organisées du monde naturel. C'est même comme cela qu'est née cette discipline des robots en essaim dans les années 80, avec notamment l'équipe du chercheur Jean-Louis Denebourg à l'Université libre de Bruxelles. C'est sympa ces tournois de robots. À quoi ça sert ces essaims? Eh bien, les chercheurs Marco Dorigo, Guy Terolaz et Vito Triani, respectivement belges, français et italiens, se sont penchés sur la question du futur de cette discipline dans un article paru en décembre 2020 dans Science Robotics. Ils distinguent plusieurs échéances. Dans un futur assez proche, et on commence déjà à en entendre parler, l'utilisation des drones en essaim pourrait être très utile à l'agriculture de précision, pour détecter plus tôt les plantes malades et agir rapidement pour éviter la propagation de la maladie et ainsi sauver une grosse partie des récoltes. Pour des missions de sauvetage également, après des catastrophes naturelles où les endroits difficiles d'accès pourraient être survolés et ainsi identifier d'éventuelles victimes au plus vite. Dans une vingtaine d'années, les robots en essaim pourraient accélérer l'exploration spatiale et être utilisés sur Mars. La NASA explore actuellement le projet d'envoyer des petits robots de la taille d'une abeille avec des ailes de cigale, nommés Mars Bees, pour leur permettre de couvrir plus de terrain d'un coup. Et dans une trentaine d'années, des micro-robots de l'ordre du micromètre pourraient cibler dans notre corps des cellules cancéreuses, par exemple, ou être utilisés pour délivrer précisément des médicaments, évitant ainsi de nombreux effets secondaires. Attends, des robots, des micro-robots dans mon corps? Non. Alors rassure-toi, tout ça, ce ne sont que des projections. On n'y est pas encore et les chercheurs et chercheuses en sont très conscients. Dans ce même article, les 3 chercheurs, Dorigo, Terolaz et Triani, évoquent en détail tous les défis à relever avant d'en arriver là. La discipline des robots en essaim est jeune et elle manque d'outils robustes qui permettraient de partager les résultats et reproduire les expériences plus facilement. Le Robotarium en est un, et il existe d'autres plateformes dédiées au domaine de la robotique en essaim, mais ils sont peu nombreux et ils présentent chacun leurs caractéristiques et donc leurs limites. L'un des plus grands challenges de la discipline est la transition entre simulation et application dans le monde réel. Car ces robots se veulent autonomes, donc capables de faire face à l'imprévu d'un environnement hors laboratoire, comme des changements de conditions climatiques ou l'apparition d'obstacles. Il y a également une grosse question à propos de la sécurité qui semble assez logique. On ne voudrait pas que des individus malveillants prennent le contrôle d'une nuée de robots et que des films catastrophes se réalisent. Sans oublier, bien sûr, les enjeux environnementaux et la question des ressources. D'ailleurs, une équipe du laboratoire de Sabine Auwert à l'université de Bristol au Royaume-Uni travaille déjà sur un projet de robot biodégradable à usage unique pour des applications environnementales. Tous ces défis impliquent le développement de nouvelles stratégies algorithmiques et de nouvelles méthodologies de conception, ainsi que de l'innovation dans les robots eux-mêmes. Et ça prend du temps. Alors en attendant, laissons notre imagination faire. Et vous, il ressemblerait à quoi votre essaim de robot? Oula, ça c'est des grandes questions alors, Sophie. Alors moi, j'ai vraiment le petit robot biodégradable, ça me semble être une très bonne idée. J'en imagine une petite dizaine, comme ça, dans mon jardin, tu vois. Ça fait un peu mignon, ça remplace les insectes. Qui font ton petit jardin et voilà, tout. qui font mon à petit la place jardin. des petits lutins, c'est ça? Et voilà, exactement. Ça fait un peu féerique. Vraiment, le terme robot biodégradable, ça m'a marqué, j'aime beaucoup. On peut leur mettre un petit chapeau de fleurs et puis comme ça, voilà. On aura peut-être des petits lutins avec des petits chapeaux pour l'agriculture du futur, comme Mélissa l'avait évoqué dans sa chronique, parce que l'agriculture, elle aura à répondre à de nombreux enjeux dans les décennies à venir, et très nombreuses sont les personnes qui se penchent déjà sur les solutions à imaginer. Marie, tu t'es demandé d'ailleurs à quoi pourrait bien ressembler l'agriculture en 2050. Eh bien, c'est une excellente question, Dounia, à laquelle il est bien difficile de répondre. Aujourd'hui, l'agriculture fait face à de nombreux défis. En 2050, il faudra nourrir près de 10 milliards d'habitants sur Terre. Donc la croissance rapide de la population, mais aussi l'augmentation de la consommation de viande et l'utilisation croissante des cultures à des fins non alimentaires augmentent la pression sur la production alimentaire mondiale. Sans oublier bien sûr le changement climatique qui modifie les conditions de culture en générant par exemple des sécheresses records comme cet été. Mais alors que faire? On pourrait tenter de dire qu'il suffit de booster les rendements grâce à des fertilisants toujours plus performants, de meilleurs engrais, des produits phyto plus efficaces, mais l'agrochimie a fait son temps. Depuis plusieurs décennies, les rendements de blé, de riz et de maïs à l'échelle mondiale stagnent. Pour ne donner qu'un exemple, Christian Wig,
directeur scientifique agriculture à l'INRAE, soit l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, précise qu'en France, il n'y a pas eu d'évolution des rendements en blé depuis 1995. C'est bien simple, depuis 3 ans, chaque nouvelle publication scientifique révèle un peu plus l'ampleur du phénomène. L'essoufflement des rendements du blé a gagné d'autres pays agricoles parmi les plus productifs. La Chine et l'Inde voient les performances de leurs rizières plafonner et le maïs montre des signes inquiétants en Asie, en Afrique, en Europe et dans une partie de la Corn Belt aux États-Unis. Or, d'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à eux trois, le riz, le maïs et le blé représentent près de 60% des calories consommées par la population mondiale. Quelles sont alors les solutions qui sont envisagées pour résoudre ce problème? Bonne question. Selon les pays et les idéologies de chacun, les solutions proposées varient. Des chercheurs de l'INRAE ont ainsi montré que l'agriculture suscite 2 visions antagonistes. L'une est productionniste, il faut trouver à tout prix des moyens d'augmenter les rendements. L'autre prône le préservationnisme, la priorité est donnée à la préservation de la nature. En Chine, le pari est plutôt celui du productionnisme, en accent sur l'amélioration génétique. Une équipe de chercheurs chinois dirigée par le professeur Zhu de l'Académie chinoise des sciences agricoles a publié en juillet 2022 les résultats d'une expérience ayant permis de booster les rendements du riz. Et comment ont-ils fait? L'équipe s'est intéressée à certains gènes régulateurs du riz. Ce sont des gènes qui contrôlent l'expression d'autres gènes impliqués dans l'absorption d'azote dans le sol. En effet, booster la quantité d'azote qu'absorbe une plante permet d'améliorer la pousse des grains et donc le rendement. Pour trouver des candidats à l'amélioration de ce rendement, l'équipe a passé au peigne fin 118 gènes régulateurs du riz et du maïs. Elle a alors trouvé 13 gènes qui s'activent lorsque les plants de riz sont cultivés dans un sol pauvre en azote. Et parmi ces 13 gènes, 5 multiplient par 4 ou plus l'absorption d'azote. Leur choix s'est alors porté sur l'un de ces gènes régulateurs qui répond au doux nom de OS-DRE-B1C. L'équipe a mené des expériences sous serre. Ils ont constitué 3 groupes de plants. Dans le premier, ils ont retiré ce gène des plants. Dans le second, ils l'ont laissé à l'état naturel. Et dans le dernier, ils ont innové, car ils ont greffé une ou plusieurs copies supplémentaires du gène en question. Les plants de riz ont donc 2 copies ou plus de ce gène. Des expériences ont montré que les plants dépourvus du gène poussaient moins bien que les plants témoins, et les plants qui possèdent des copies supplémentaires du gène en question poussent plus vite et ont des racines plus longues. L'insertion d'une 2e copie du gène a permis d'augmenter le rendement jusqu'à 40%. Cette modification a aussi permis à la plante d'absorber davantage d'engrais, de stimuler la photosynthèse et d'accélérer la floraison. Des expériences en plein champ ont confirmé les bons rendements de ce riz amélioré, que ce soit pour un climat tempéré ou tropical. Mais les biotech sont-ils vraiment la seule alternative pour l'avenir de l'agriculture? Est-ce finalement éthiquement acceptable? Tu as raison, Dounia. Le souci avec ces biotech concerne leur acceptabilité. Les cultures transgéniques ainsi produites sont inacceptables pour certains consommateurs, et notamment en Europe. En France, les chercheurs de l'INRAE adoptent davantage la vision de la FAO, produire plus avec moins. Il s'agit de renforcer le lien entre céréaliculture, production animale et foresterie pour une intensification durable de la production. Pour cela, l'accent est mis sur la gestion de l'eau et la préservation de la santé des sols. À Ligné, près de Nantes, des entreprises de machinisme agricole ont montré qu'en fissurant le sol plutôt qu'en le labourant, on pouvait multiplier par 2 les rendements de maïs. Ce constat s'explique par une meilleure infiltration de l'eau et des racines en profondeur. Cela évite l'érosion du sol et la plante réussit mieux à capter les ressources en profondeur comme les minéraux. Ces résultats sont d'autant plus intéressants que la saison estivale 2022 a été particulièrement sèche. Les rendements moyens français ont atteint 8,1 tonnes à l'hectare, soit une baisse de 11% par rapport à la moyenne. Donc, repenser le travail du sol à l'aide d'outils innovants pourrait être une autre piste pour repenser le développement de la recherche en agriculture. Selon Gilles Lemaire, ancien chercheur à l'INRA, une chose est sûre, la modification des sciences agronomiques est impérative pour qu'elles prennent en compte les systèmes et se rapprochent du développement agricole et de l'action. En même temps, ce n'est pas uniquement les citoyens qui régleront la gravité du problème. Et il faut que, à la fois les industriels qui font la transformation, la distribution, mais aussi les États prennent la responsabilité de reconstruire des politiques. On a besoin de politiques alimentaires, on a besoin d'une régulation par l'État, parce que ça ne suffira pas que simplement la bonne volonté des citoyens qui n'ont pas tant de moyens que ça
Il leur faut du temps, il leur faut de l'argent, il leur faut de l'espace pour arriver à expérimenter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, la gravité des problèmes fait que ce n'est pas simplement parce qu'on va un peu moins gaspiller chez soi, qu'on va cultiver quelques légumes ou qu'on va les acheter à un producteur, qu'on règle le problème agricole ou qu'on règle le problème alimentaire. Pour Nicolas Bricas, que l'on vient d'entendre, socio-économiste au CIRAD, donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, c'est la société tout entière, les acteurs politiques et les politiques publiques qui permettront de créer un écosystème économique favorable au changement. C'est à eux de proposer de nouvelles pratiques plus durables pour les agriculteurs, et la recherche serait là en appui pour répondre aux attentes. Le casse-tête est donc loin d'être résolu. Merci Marie, des pistes de réflexion sur des problématiques qui nous sembleraient presque déjà d'aujourd'hui. On repose quelques instants nos cerveaux en musique avec Not the End de Miette.
C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. De retour au Labo des Savoirs après Not the End de Miette. Et ce n'est pas la fin car nous allons continuer de nous plonger dans le futur aujourd'hui. Et depuis le début de cette émission, nous avons parlé agriculture, données et robots, autant de disciplines bien concrètes où des chercheurs et des chercheuses œuvrent à façonner le futur. Mais dans quelles conditions de travail seront ces scientifiques ? Quel monde de la recherche sera laissé à nos futurs doctorants et doctorantes ? Julie, tu t'es justement posé cette question pour nous aujourd'hui. Tout à fait, je me suis littéralement demandé à quoi ressemblerait la recherche en 2030, 2050 ou plus. S'il fallait encore le rappeler, le dérèglement climatique nous oblige à changer nos modes de vie, nos pratiques de métier, et le monde académique et les laboratoires de recherche n'y échapperont pas. Quand on fait de la recherche, se déplacer est une partie intégrante du quotidien. Les conférences et les colloques à l'étranger sont l'occasion pour les scientifiques de constituer leur réseau et de faire naître de nouvelles collaborations. Y présenter son travail est valorisé pour l'obtention d'un poste ou d'un financement, par exemple. Certains chercheurs parlent même de tourisme académique. En France, d'après les résultats d'une enquête en 2019, ce sont près de 40% des vols pris par les scientifiques qui avaient pour motif une présentation dans un colloque ou une conférence. En fait, selon une étude de l'Université de Louvain, les conférences représenteraient 1/3 du bilan carbone total des chercheurs et chercheuses, ce que certains qualifient d'hypocrisie climatique. Mais alors, comment croiser enjeux environnementaux et pratiques de recherche ? La récente crise sanitaire a largement accéléré les choses en matière de développement d'outils de visioconférence. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer tout faire en distanciel ? Est-ce même souhaitable ? D'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, oui. Selon une étude américaine de 2021, l'impact des conférences serait réduit de près de 90% en distanciel. En revanche, d'un point de vue humain, si je puis dire, pas forcément. La multiplication des événements et réunions en visio a laissé apparaître ce qu'on appelle la fatigue Zoom ou fatigue des visioconférences. Ça correspond à une fatigue cognitive et physique accompagnée d'anxiété, de stress, d'inconfort, voire de maux de tête. C'est un vrai phénomène lié à la modalité des visioconférences, pas une simple réunionite. Cette fatigue se réduit à plusieurs choses. On a moins accès aux indices non-verbaux des autres personnes, mauvaise qualité de la caméra, image qui se fige, son décalé de l'image. On a donc du mal à savoir si les gens comprennent ce que l'on dit, si on est trop rapide ou si les gens s'ennuient. On peut aussi avoir le sentiment d'être isolé socialement. Et enfin, on serait dans un état de haute vigilance en voyant notre tête à l'écran, et on prêterait plus attention aux mimiques que nous faisons et à l'image que nous renvoyons aux autres. Sur ce dernier point, la fatigue serait réduite pour les personnes n'allumant pas leur caméra lorsqu'elles ne font qu'assister à une réunion. Cependant, de l'autre côté de l'écran, la personne animant la présentation fait face à un auditoire invisible et cela peut venir renforcer le sentiment d'être isolé et des incertitudes concernant le fait d'être compris par les autres. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tout ceci rend donc l'exercice plus difficile pour notre cerveau. Mais donc, que faire alors ? Au niveau personnel, on peut prendre la donnée climatique en considération et choisir de se rendre à moins de colloques ou de conférences, ou de choisir le train dès que cela est possible, même si le trajet est plus long. Mais à mon sens, les solutions doivent aussi émerger de la part des équipes organisatrices elles-mêmes. Une solution peut-être radicale serait de refuser les personnes venant de l'autre bout du monde, mais ce n'est pas très satisfaisant ni équitable. En revanche, on peut promouvoir l'organisation d'événements dits hybrides dans plusieurs endroits en simultané. Le format hybride permettrait de réduire de 2/3 les émissions liées aux conférences. Un exemple assez réussi est la conférence internationale sur la cognition musicale qui a eu lieu en 2018. Retransmise en direct et en rediffusion sur YouTube, il y avait une partie en visio et une autre en présentiel dans 4 endroits différents. En Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. Enfin, au niveau institutionnel, les structures et les organismes peuvent favoriser le financement du train même lorsque cela est plus cher ou que cela allonge la durée de la mission, mais elles devraient surtout agir pour réduire le poids des conférences et présentations à l'étranger dans les évaluations de carrière. Se déplacer à l'étranger n'est pas forcément gage de qualité scientifique, tout comme ne pas se déplacer à l'étranger ne veut pas dire que la recherche est médiocre. De manière générale, c'est le système qui doit entamer sa transformation, et si les pratiques de recherche doivent évoluer, c'est aux institutions de prendre les devants. Évidemment, avec tout ça, il ne faudra pas oublier l'impact environnemental du numérique dans les pratiques de recherche. Bref, vous l'aurez compris, dans les années à venir, un défi de plus s'impose pour les scientifiques, réduire leur empreinte environnementale tout en maintenant la qualité des collaborations internationales.
Et j'ai toute confiance pour que la communauté le relève avec brio. Merci Julie, c'est un énorme enjeu pour la communauté scientifique. Donc on a des scientifiques autour de la table. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez déjà pensé dans votre vie quotidienne de chercheur qui consiste à voyager et aller en colloque, notamment Anthony? Ouais, moi j'ai assisté au vote de mon labo pour accepter les enjeux de la Convention citoyenne, donc de ne pas prendre l'avion en dessous de 6 heures de train. Donc c'est ton labo qui a décidé de ne plus prendre l'avion. Ouais, c'est interne à ton labo. Exactement. C'est pratique ça. Et la discussion a été animée ou ça a été quelque chose d'assez consensuel Énorme débat. Je crois que c'était l'un des plus longs conseils. J'imagine. Notamment parce que c'est des femmes qui font le plus de longs trajets et du coup ça implique des choses à ce niveau-là aussi. Dans leur vie personnelle. Imbrication, ouais. Ok. Et après avoir parlé de justement ces conditions de travail qui sont différentes selon les questions qu'on se pose, suivant son genre aussi, on n'aborde pas la façon de la même chose que l'on est un homme ou une femme dans les sciences, les conditions de travail des futurs chercheurs et chercheuses, on doit aussi s'interroger sur la place de cette communauté scientifique dans le débat public, ce qui est en train d'arriver de plus en plus. Alors, comment est-ce que cette place va être amenée à évoluer dans le futur ? Et Anthony, à nouveau, tu te demandes si les réponses se trouveraient dans des tribunes écrites par les scientifiques sur les enjeux écologiques. Exactement. Et on commence avec le mars 2019, où il y a eu un appel à la grève mondiale de la part de Youth for Climate, quelques mois après la première apparition médiatique de Greta Thunberg. 200 scientifiques ont surpris l'opinion en sortant de leur neutralité habituelle pour soutenir ouvertement cette grève dans le journal suisse Le Soir. D'après TF1, ces scientifiques sortaient de leur devoir de réserve. La même année, Le Point publiait la tribune de Michael Schellenberger, un auteur et militant qualifié d'écologiste pragmatique qui signe seul, selon qui aucun organisme scientifique crédible n'a jamais dit que les changements climatiques menacent la civilisation d'effondrement et encore moins l'espèce humaine d'extinction. Tiens, c'est drôle parce que la tribune du soir dont je parlais juste avant s'ouvrait ainsi. Nous sommes des scientifiques et universitaires de diverses disciplines. Depuis des années, nos travaux disent des vérités difficiles à entendre sur l'état de la planète et du monde, et en particulier sur la menace existentielle que représentent les bouleversements climatiques et la destruction de la biodiversité. Donc vous avez beau être 200, d'après un militant écologiste pragmatique, vous n'êtes pas crédible. 2019, c'est aussi l'année où la communauté scientifique prend conscience qu'elle ne peut pas légitimement alerter sur les enjeux écologiques si elle ne remet pas en question ses propres pratiques. Dans le journal Le Monde, la tribune accompagnant la création du collectif Labo 1.5, en référence au 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne visée par les accords de Paris pour le climat, rendait compte de l'optimisme de l'initiative. Il s'agit d'une formidable occasion d'ouvrir la voie à une nouvelle éthique de recherche, à une activité scientifique toujours aussi fertile, mais plus sobre et plus respectueuse de l'environnement. En 2020, les choses changent. Le devoir de réserve et l'optimisme sont déjà loin derrière. La communauté scientifique se met à croire que la mobilisation citoyenne et la désobéissance civile sont les seuls moyens d'orienter les décisions politiques. Le 20 février, on passe le cap des 1000 signataires scientifiques avec une tribune du journal Le Monde titrée « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire ». On peut y lire la colère face à l'inaction des gouvernements. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont été incapables de mettre en place des actions fortes et rapides pour faire face à cette crise climatique et environnementale dont l'urgence croît tous les jours. Si nous persistons dans cette voie, le futur de notre espèce est sombre. L'engouement autour de cette tribune a donné naissance au réseau national Scientifiques en rébellion. Mais la frénésie de la rébellion a rapidement été confinée par le Covid. Et pendant 2 ans, les tribunes de scientifiques se sont focalisées sur la santé publique et les vaccins. Ce ralentissement a paradoxalement redonné espoir à la communauté scientifique. La crise a prouvé qu'il est finalement possible de prendre les décisions politiques éclairées par l'avis des scientifiques. On observe ce regain d'espoir dans 2 tribunes de 2022, sur le site de France TV Info et sur Le Monde. Celle de février 2022, à la veille des élections présidentielles, à 1400 signataires scientifiques, dont certains membres du GIEC et du Haut Conseil pour le climat, parmi lesquels on trouve notre héroïne scientifique nationale, Valérie Masson-Delmotte. La tribune appelle à sortir des discours de l'inaction. La seconde a été publiée en septembre 2022, en soutien d'une autre grève mondiale pour la justice climatique, et on retrouve parmi les 10 signataires certains signataires de la tribune précédente, comme Christophe Cassou, Céline Guivarch ou Gonéry Le Causanet. Dans ces tribunes, le ton n'est plus le même. Plus de pessimisme, plus d'appel à la désobéissance civile.
Les enjeux sont calmement listés dans toute leur complexité et leurs interactions. Les solutions possibles et les questions ouvertes sont présentées pour être traitées démocratiquement. Il semble que la société commence à comprendre que le devoir de réserve n'est pas pertinent face à une crise existentielle. La communauté scientifique a enfin l'impression qu'on va l'inclure dans le débat politique. La preuve par le symbole de la tribune de juin 2022 sur le journal du dimanche, où l'on voit apparaître parmi nos signataires scientifiques habituels le député écologiste Mathieu Orphelin. Les liens entre communauté scientifique et gouvernement se renforcent. Le chapeau de la tribune témoigne d'un changement de paradigme. Après avoir constaté l'échec de leur appel, les scientifiques ont décidé de prendre les choses en main. Fini les appels à agir, criés depuis leur tour d'ivoire universitaire d'où personne ne les entend et tout le monde déforme leur message. Désormais, ils se rendent sur place pour forcer les politiques à prendre en compte les enjeux climatiques. Cette tribune annonce que les scientifiques agissent désormais concrètement, en formant les députés qu'ils souhaitent sur les enjeux climat et biodiversité. Depuis quelques années, je crois que nous sommes témoins d'un changement structurel de nos sociétés. La détresse puis la colère des scientifiques, constatant leur impuissance, ont permis de questionner le rôle de la communauté scientifique dans la société. Les scientifiques ont longtemps cru qu'il suffisait de créer des connaissances pour que la société se les approprie. Ce fut un échec. La société ne s'approprie que les connaissances qui rapportent de l'argent. En lisant toutes ces tribunes, j'ai commencé à imaginer un futur où la communauté scientifique et les gouvernements se transforment pour entrer en symbiose. Dans un premier temps, des chercheurs vont se convertir pour former les politiciens à la complexité technique du monde dans lequel ils doivent gouverner. Progressivement, les formations en politique vont inclure de plus en plus de sciences exactes et les partenariats entre écoles d'ingénieurs et écoles d'administration vont se renforcer. On va commencer à voir apparaître des chercheurs et des professeurs d'université, candidats aux élections municipales, législatives et présidentielles. Des partis politiques scientifiques qui défendent une gouvernance basée sur des connaissances académiques vont naître et se positionner comme une sortie de l'alternative gauche-droite. Enfin, en 2042, 20 ans après cette première tribune co-signée par des chercheurs et des politiques, le peuple français élit sa première présidente scientifique, portée par le slogan de campagne « Il n'est pas trop tard ». Waouh, merci Anthony pour cette presque tribune, chronique tribune, j'ai envie de dire. Mais la question que je te repose, c'est est-ce qu'il n'est justement pas déjà trop tard? Alors, aucune idée. Moi, j'ai envie d'être en 2042. Moi, tu m'as fait un programme, je signe tout de suite. On y va alors. Sophie, première présidente scientifique. Jérémy, tu voulais nous dire quelque chose? Il est peut-être déjà trop tard pour, entre guillemets, maintenir l'état des choses tel qu'on l'a pu le connaître, mais quoi qu'on fasse, ce sera toujours ça de prix, en fait. Donc, je trouve que le slogan est bien trouvé et je vote pour ta candidate, Anthony. Est-ce que c'est pas un slogan de quand il est trop tard, justement? Peut-être un peu. Oui, il est peut-être déjà trop tard, mais vous pensez vraiment que les scientifiques vont de plus en plus prendre conscience de leur rôle à jouer, non pas juste dans la production des connaissances scientifiques, mais aussi dans la façon dont c'est transmis dans le grand public? Jérémy? C'est assez compliqué. Enfin, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai avec des collègues ou des anciens collègues sur ces sujets, et c'est justement une question que je vais te poser, c'est un peu la différence entre sciences exactes et sciences humaines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collègues qui travaillent dans les technologies, quand on leur pose la question un peu de l'impact que ça peut avoir, c'est « Ah, mais moi, j'y connais rien, il faut des sociologues ou je sais pas quel mec un peu bizarre sorti des sciences humaines pour réfléchir à l'impact. » Et finalement, le fait de se dissocier un petit peu et d'avoir comme ça deux cerveaux, bah, ça entretient cette histoire de moi, en fait, je fais juste que produire des connaissances et le reste, je m'en fiche, quoi. Mélissa? Oui, en fait, c'est un truc qui, je pense, se voit de plus en plus. C'est justement le croisement entre les différentes disciplines. Et on voit vraiment que c'est de plus en plus utile. Et effectivement, on le voyait dans les disciplines sciences exactes, comme tu dis. Mais en fait, avec les sciences sociales et tout, il y a vraiment un besoin. Et justement, je pense la création des plateformes comme ça ou des colloques où il y a une transdisciplinarité. Waouh! Difficile à dire ce mot. Voilà. Et complètement nécessaire et ça se met en place en fait pas assez rapidement mais de plus en plus, ouais, très clairement. Julie? Oui, j'avais 2 points. Il me semble que c'était peut-être le Haut Conseil pour le climat. Je ne sais plus, enfin je pourrais retrouver, mais en fait il y a un réel besoin d'une part de formation des scientifiques de manière générale, peu importe leur discipline, sur les enjeux climatiques pour justement éviter ce « Oh, moi je fais que produire des connaissances, voilà, après... ça ne me regarde plus, on va dire. » Et le deuxième point, c'est que je ne sais pas si c'est les scientifiques eux-mêmes qui vont arriver en fait dans l'espace public, mais il y a potentiellement moyen
de faire évoluer et qu'il y ait de plus en plus de métiers de vulgarisation scientifique, justement, pour porter la voix, mais de manière peut-être plus juste et plus rigoureuse, des scientifiques dans l'espace public, parce que c'est un métier en soi, en fait. Les scientifiques ne sont pas formés pour ça. Enfin, il y a vraiment très peu de choses qui sont faites dans leur carrière. Donc on peut imaginer qu'il y ait juste des gens au contact plus des scientifiques qui, elles et eux, permettent de faire atterrir ces connaissances dans l'espace public. Anthony, pour finir ? Ouais, moi j'ai 2 éléments qui répondent à ces questions. C'est que le premier, j'organise des formations dans mon labo, donc des fresques du climat, des choses comme ça. Il y a énormément d'engouement, surtout pour les personnes qui sont les plus jeunes en fait. Mais en parallèle, il y a aussi les questions de comment tu priorises ta recherche par rapport à ces enjeux-là. Et je travaille aussi dans des labos de biologie où là, pour le coup, étant donné qu'on essaye de sauver les vies et de soigner le cancer, la question du climat, elle passe un peu à la trappe parce qu'on considère que c'est une cause qui vaut bien la peine de polluer. Et bien après ces riches discussions que j'espère que vous allez continuer à avoir chez vous, on va quand même se reposer les neurones et les remettre en place avant la dernière partie de notre émission. Et on fait un court interlude musical avec Amazonas de Yokai et on revient tout de suite après. Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. Bon, les sciences, c'est bien intéressant au Labo des Savoirs, on est là depuis le début de l'émission, mais il ne s'agirait pas d'oublier que tout ce beau monde évolue aussi au sein d'une société et qui aura, elle, ses incertitudes. Pour certains et certaines, l'avenir réserve son lot de pénuries et de naufragés, petits groupes en quête d'oasis offrant tranquillité et ressources. Comment l'humanité réagirait-elle dans ces conditions ? L'anthropologue Santiago Genoves a tenté d'obtenir très sérieusement des éléments de réponse à cette question en proposant à 10 personnes de l'accompagner sur un radeau à la dérive. Et Jérémy, tu t'es décidé de partir toi aussi à la dérive. Prenez 2 latino-américains, une israélienne
une Algérienne, 2 Américaines, une Suédoise, un Japonais, un Chypriote, un Angolais, une Française. Bon, cela ressemble à une blague, mais il s'agit bien de l'équipage de l'Acali, radeau conçu pour traverser l'Atlantique. À l'origine de ce projet, Santiago Renoves, chercheur mexicain en quête d'un laboratoire du comportement humain. Ce laboratoire prend la forme d'une embarcation très basique, longue de 12 mètres et large de 7 mètres. Une simple cabane de 9 mètres carrés offre un abri qui sera un véritable lieu de vie. Cette expérience pourrait-elle être utile aux humains et aux humaines du futur ? Je vous propose d'enclencher une nouvelle fois la machine à voyager dans le temps. Le réveil est dur ce matin. Cela fait une 40aine de jours que nous, Julie, Anthony, Sophie, Marie et Mélissa, nous sommes échappés de la surface terrestre, la menace nucléaire étant trop forte. Vladimir Poutine et Ronald Trump sont sur le point d'appuyer sur le bouton rouge. Un vaste plan d'isolement en sous-sol a été décrété par le ministre des Tactiques d'évitement, Jean-Miguel Blanquer. Cette expérience singulière me fait penser à la lecture ancienne d'un livre inclassable, L'expédition Acali, 101 jours sur un radeau. Son auteur, Santiago Renoves, apparaît comme un personnage étonnant dès les premiers chapitres. Convaincu de l'intérêt scientifique de son expérience, il a mobilisé beaucoup pour obtenir ce dont il a besoin. Des réseaux diplomatiques à travers le monde, de nombreuses institutions scientifiques qui mèneront des études en parallèle de ses propres observations, voire des personnes candidates pour partir mais qui resteront à terre pour aider à la préparation et à la couverture média. Avant le départ, les membres de l'équipage passèrent des tests psychologiques. Santiago Renoves indique « D'après les tests, je suis immature. J'ai besoin d'admiration, je méprise les autres et je ne reconnais pas mes erreurs. Je dissimule une agressivité latente. Je traite les autres comme les pions d'un échiquier que je déplace à mon gré. C'est à mon avis absolument exact. » C'est donc ce gars qui a été le chef d'une expédition scientifique totale pour les participants et les participantes, car une fois embarqués, il fallait aller jusqu'au bout. Sur le bateau, la vie est rythmée par les repas, les tours de garde, les aléas de navigation et les multiples questionnaires que Santiago fait passer sur tous les sujets. Relations interpersonnelles, sexualité, rêve, langage, religion, expérience de voyage, etc. Le récit qu'il nous donne reste centré sur sa propre personne, d'où la difficulté de saisir la façon dont le reste de l'équipage le perçoit. On le sent très puissant, dans une démarche de donner un sens à tout. Il reste souvent frustré par le manque de collaboration, rapportant régulièrement que les gens se laissent un peu trop vivre, sans vraiment chercher à s'approprier l'expérience, ce qui, selon lui, pourrait mettre en péril la vie du groupe. Plusieurs incidents ont d'ailleurs fait frôler la mort à l'équipage. Un des membres a failli se suicider et le chercheur lui-même a subi une crise d'appendicite. Le documentaire The Raft, réalisé par Marcus Linden, semble présenter le point de vue des participants et des participantes d'une manière plus directe. Alors, il faudrait que je le voie à la fin de cet épisode d'isolement forcé, parce que les quelques retours que j'ai pu lire sur le net témoignent d'une expérience menée par un anthropologue un peu tyrannique, qui a cherché à créer des situations conflictuelles en espérant que les relations entre membres s'enveniment. Quoi qu'il en soit, ces quelques mois ont marqué la vie de José Maria, Servan, Eizuke, Rachida, Marie, Feangelina, Maria, Edna, Bernardo et Charles. Ce dernier indique, dans des propos rapportés par Santiago, « Nous avons tous compris qu'il est bien plus sain d'user de patience, de tolérance et de compréhension, plutôt que de porter des jugements trop rapides sur des gens que nous ne prenons pas le temps de connaître. Si les gens essayaient de vivre avec leurs voisins comme nous vivons sur l'Acali, le monde s'en porterait bien mieux. Nous ferions bien de nous en inspirer. » Retour en 2022. Santiago complète dans sa conclusion: le fait de vouloir s'accrocher à l'image que nous nous faisons personnellement à terre de nos activités et de nous-mêmes sur le radeau constitue une source essentielle de friction, même dans des situations critiques. Qui sait si les scientifiques du futur mettront en œuvre des protocoles aussi extrêmes et peu compatibles avec les standards actuels d'éthique pour étudier les comportements humains en situation de crise. Cette drôle d'expédition donne au moins un exemple où, dans une atmosphère d'humanité semble avoir perduré malgré les conditions difficiles et parfois incertaines de survie. Ce caractère extrême est-il représentatif des situations que nous aurions à vivre dans les prochaines années ? Nos boules de cristal semblent bien imprécises face à ces questions.
Verra-t-on les camps de réfugiés s'étendre ou se multiplier à l'image des déplacements de population causés par certains conflits ou catastrophes naturelles? Des communautés flottantes s'établiront-elles à proximité des reliquats de territoires insulaires submergés par la montée des eaux? Les densités de population continueront-elles de s'accroître dans les villes afin de limiter l'artificialisation des sols? Loin de ces scénarios catastrophes subies, Santiago Renoves fait le lien entre la famille à Cali et des expériences communautaires comme celle des monastères. Ce rationnement de l'espace et des ressources pourrait-il être aussi volontairement recherché? On peut penser aux éco-villages et autres habitats participatifs. Les témoignages à ce sujet décrivent des tâtonnements intenses pour trouver le fonctionnement permettant de faire coïncider les intérêts individuels et collectifs. Ces lieux dessinent des formes de propriété commune, intermédiaires entre la propriété privée et le domaine public. Alors, chère équipe du labo, à choisir, vous préférez quel plan pour votre futur isolement? Voilà, grosse question. Avec des Legos. C'est bien ça, les Legos. Moi, je veux juste avoir des Legos. Et c'est bon, vous me mettez à peu près n'importe où. Tu peux être dans un navire pendant super longtemps, comme l'équipe, là, et avec tes Legos, ça ira. Est-ce qu'on emmène de la mascarpone avec? Ça, je pense que c'est un critère important. Oui, j'interviens, oui. Voilà, reprenez votre discussion. Mais donc, en fait, cette expérience, moi, ça me fait penser au podcast The Habitat, qui est donc en anglais pour les anglophones. Mais en fait, c'est une journaliste qui a suivi une expérience de la NASA où, en fait, justement, une équipe de 6 personnes, je crois, ont été isolées pendant plusieurs mois, voire peut-être une année entière, dans le Nevada pour vraiment simuler l'habitation sur Mars. Et donc, quand il fallait qu'ils sortent avec les combis. Tout était petit. Et en fait, elle avait des relations avec ses habitants, pareil, avec les 20 minutes d'écart, comme d'habitude. Vraiment, comme s'ils étaient sur Mars, quoi. Exactement. Et en fait, c'est vraiment... c'est un podcast, je crois, en 4 épisodes, quelque chose comme ça. Et c'est super bien pour vraiment, en fait, voir le comportement humain. Et donc, la NASA, forcément, a aussi des intérêts dans toutes ces études de comportement en société qui pourraient donc servir, effectivement, dans le futur. Et il est temps de refermer cette page de réflexion sur passé et futur et de retourner décrire le merveilleux du présent et de la science pour cette nouvelle saison au Labo des Savoirs. Merci aux chroniqueuses et aux chroniqueurs du jour, Sophie, Marie, Mélissa, Julie, Anthony et Jérémy. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de cette nouvelle saison.